d'investissement, elle répond à beaucoup de choses. Elle vient au bon moment parce que c'est une réponse par rapport aux gens qui veulent investir, qu'ils soient marocains ou étrangers, et où il y a un incentive qui est à peu près de 30%, ça dépend, il y a une grille qui est claire, une notation, et chacun peut simuler en fonction de l'endroit où il est, en fonction du business qu'il va faire, combien il va pouvoir avoir de subventions. Mais derrière, il faut qu'il y ait des terrains disponibles. Le fait, mais moi je me clique tu vois, alors on a communiqué sur cette d'investissement. Croyez-moi qu'on en parle, en tout cas dans tous nos discours on en parle. On a envoyé des courriers dans ce sens. Et d'ailleurs on a été surpris de voir que les gens ne sont pas au courant. Et sur deux points, sur ça et sur la recherche et développement. On s'est battu pour obtenir les 300 millions de dirhams de recherche et développement parce qu'on considère que c'est quelque chose d'important pour développer l'industrie de notre pays. Et on voit que les gens ne sont même pas au courant. Alors qu'on a vraiment bataillé, il y a eu des communications, il y a eu plein de choses. Mais bon, ça aussi, ça fait partie des choses à développer et des choses à améliorer. Et on se dit, dans notre manière de voir, on se dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut l'arranger. C'est tout. Maintenant, si les gens ne disent pas, on l'arrête. Mais on contribue. Ça fait partie de... chacun apporte sa pierre à l'édifice en donnant, en communiquant, en mettant en place des mécanismes, ensuite en communiquant dessus, en envoyant des courriers aux membres, en organisant des rencontres dans lesquelles on partage, en invitant le ministre pour qu'il vienne présenter, etc., etc. Après, bon, si on ne l'avait pas fait, il y en aura encore moins. Des affaires est important. Parce que ce qui peut faire que les gens ne vont pas investir, c'est le code du travail qui n'est pas favorable. On a vu dans les années 90, beaucoup d'industries ont fermé et les gens sont sortis de l'industrie pour aller vers l'immobilier, pour aller vers le commerce, etc. C'était quoi? C'était une conséquence du code du travail où les gens ما بقاش بغاو يخدموا عباد الله. يقول لك انايا الصداع ديال l'ouvrier ou ديال هذا ما عندي ما ندير به. Donc, c'était une période dure. On a vu les conséquences. Donc maintenant, il va falloir tirer les leçons et faire... Ce qu'on demande sur le code du travail, c'est qu'il soit équilibré. On ne veut pas tirer la corde de notre côté, mais on veut qu'il soit équilibré. Il n'y a pas un opérateur économique qui n'a pas subi des problèmes au niveau des employés ou les charges. Et en plus, je veux dire, il faut comprendre c'est quoi la conséquence d'un code du travail rigide, pas bon, pas flexible. La conséquence, c'est soit ça, soit l'informel, puisque les gens ne déclarent pas, ou là, les gens font travailler des gens dans l'informel. Soit les intérimaires. Qui se développent. Sur lesquels, c'est quoi? C'est les gens se disent, je préfère payer 10 ou 15% de plus et acheter de la flexibilité plutôt que rentrer dans un... Mais les intérimaires, ce qu'ils vont faire, ça ne protège pas l'employé. Non, c'est pas une fixation. On a 3-4 principes simples qu'on veut, qui doivent être modifiés dans le cadre du LOD. Par exemple, le texte qui... Il y a deux choses. Un, en cas de conflit entre un employé et un salarié, le moindre écart sur une procédure d'une vingtaine de points, le moindre écart par rapport au point, fait que le salarié, enfin l'employé, quelle que soit la faute qu'il a commise, gagne un procès contre une entreprise. Ça peut être sur la procédure, il peut y avoir un vol qualifié, il peut y avoir une mauvaise foi qualifiée, il peut y avoir un non-respect des horaires de travail, de la fonction, etc. 95 ou 99% des fois, l'employé va gagner son procès contre l'ADA. Ce n'est pas possible. Je vais juste répondre à votre question. Ce n'est pas une fixation qu'on fait. Je vais être clair là-dessus. On a signé un accord avec le gouvernement et les syndicats. Cet accord est clair. Si vous l'avez lu, il y a des conditions.
et ces conditions doivent être respectées. Donc, ce qu'on dit, il faut que les conditions soient respectées pour qu'on puisse avancer dans le processus. On a fait, le précédent président de la SEGEM avait signé en 2019 un accord dans lequel on a donné 10%, et derrière, les choses n'ont pas été respectées. Donc, si vous calculez de 2019 à 2023, si tout est respecté, on aurait donné 23% d'augmentation du SMIC. Et derrière, ce qu'on demande, on demande juste un équilibre qui soit... On ne va pas rentrer dans le détail technique parce que c'est vraiment très technique et je ne pense pas que ni Mehdi ni moi peuvent vraiment vous répondre techniquement à ça. Il faut d'abord sur le principe. Sur le principe, la position qu'on a est une position d'équilibre. On n'a pas envie de tirer... Le point n'est pas de tirer ou de faire profiter l'entreprise, etc. Le fait d'opposer systématiquement le patronat, le syndicat, le gouvernement, etc., ce n'est pas du tout notre posture. Et je pense que même avec nos partenaires, avec les syndicats, notre point de vue est clair. On travaille dans l'intérêt du pays, on travaille dans l'intérêt de notre économie, on travaille pour maximiser l'emploi et la production dans notre pays. C'est le seul point que nous avons. Il n'y a pas d'autre sujet. Franchement, mais vraiment, c'est un message clair à transmettre. Et on n'est pas là pour opposer qui que ce soit, ni pour nous opposer aux syndicats, ni machin, c'est clairement pas la posture que nous avons. Donc quand on demande quelque chose, on ne demande pas quelque chose pour que la rentabilité de l'entreprise passe de 12 à 13, on demande quelque chose pour que globalement l'emploi et la compétitivité de la plateforme Maroc augmentent. Rien d'autre. Donc ça c'est important. Après, on a identifié quels étaient, du point de vue d'un investisseur, d'une entreprise qui à la fin crée de l'emploi, fait employer des gens, fait payer des salaires, nourrit des familles, etc. Qu'est-ce qu'il fallait pour que notre plateforme s'améliore, Maroc s'améliore, et la proposition de valeur de la plateforme marocaine soit meilleure que celle de nos voisins, etc. C'est ces points-là sur lesquels on a encore des blocages aujourd'hui. On peut en citer d'autres sans rentrer dans beaucoup de sujets techniques. C'est vraiment ce point-là. Et ça fait partie des points où il faut améliorer pour que la charte d'investissement fonctionne. Un investisseur étranger, il va venir investir, il va voir le code du travail et les complications qu'il y a. Il va dire mais c'est quoi le concurrent d'un mauvais code de travail? En dehors d'un concurrent étranger, c'est l'informel. Le concurrent d'un mauvais code du travail, c'est les intérimaires. C'est l'intérimaire ou c'est l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est pareil. À un moment, parce que le code du travail n'est pas pour X raisons, dont le code du travail, vous avez une tonne de personnes qui sont passées d'un emploi d'un emploi classique à un statut d'auto-entrepreneur dans lequel l'employé perd de la protection. On a été les premiers à le dire. Ce n'est pas notre rôle non plus. On les a défendus. Ce n'est pas notre rôle non plus. On aurait pu aussi s'asseoir. C'est un exemple, par exemple, c'est un exemple de notre position, de la posture qu'on a, de l'état d'esprit dans lequel on est. Nous, on a été les premiers à dire là, ça ne fonctionne pas, parce qu'on est en train de voir des emplois protégés classiques passer de cette position vers d'autres entrepreneurs dans laquelle ils perdent de la protection. Nous-mêmes, on l'a dit. Donc, c'est bien une preuve que dans l'état d'esprit dans lequel on est, on a un état d'esprit d'équilibre. On aurait très bien pu dire c'est très bien et laisser encore davantage de personnes passer d'un statut de salarié vers un statut d'auto-entrepreneur en perdant leur protection, la fragilité, etc. et la précarité d'emploi, etc., etc. On ne l'a pas du tout fait. On est venu, on a nous passé un texte dans lequel on a milité pour un texte dans lequel on a limité les conditions d'accès à l'auto-entrepreneur pour protéger l'emploi, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui basculaient dans les entreprises, qui disaient avec le gain que vous allez faire sur le truc, et vous passez là. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit, et ce n'est pas une fixette qu'on fait sur le code, vraiment sur le code du travail. Par rapport à l'informel, oui. L'histoire du code du travail fait partie des raisons pourquoi les gens vont dans l'informel. Et si on veut combattre l'informel, ce n'est pas seulement à travers les impôts, là, à travers la course aux sorcières ou l'échelle. Au contraire, le code du travail, si on a un code du travail qui est flexible et qui est transparent, tout le monde va
engagés. On le voit aux États-Unis et dans des pays, ils sont en plein emploi parce que leur code de travail leur permet d'employer. On vit des situations où avec des gens qui sont là que pour faire des procédures, qui sont de société à société, qui durent les procédures, qui ont des indemnités, qui sont gérées. C'est معروف. ودير اليد مع المحامين ودير اليد مع la justice. Il faut arrêter. C'est ce que on veut, quelque chose d'équilibré pour que les gens puissent engager sereinement et travailler sereinement. Mais sur l'informel, il n'y a pas une réponse. Ce n'est pas un truc, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'à un moment l'informel baisse. Un, c'est la fiscalité, parce que on est passé de 31 à un objectif de 20. Il y en a qui sont dans l'informel parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts. Plus à une fiscalité normale, donc 20, on pense que c'est normal, il y a moins de gens qui vont là-dedans. Il y a le code du travail dont parlait le président, c'est un sujet. Il y a l'amélioration, pour ceux qui sont dans le formel, des prestations sociales. La généralisation de l'amour aussi participe au fait que les gens soient plus dans le formel que dans l'informel. Et puis, à un moment, il y a aussi durcir le ton pour ceux qui sont dans l'informel. Donc c'est un ensemble de mesures. Mais il y a aussi durcir le ton. À un moment, il y a une loi à respecter. Sur l'hydrogène vert, tout le monde attend la proposition du gouvernement sur l'hydrogène vert. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées. Je pense que nous avons un avantage aussi par rapport aux autres pays, c'est le fait que l'OCP va utiliser l'hydrogène, l'ammoniac vert, pour verdir un peu toute leur production. Donc il y a déjà captif, voilà, il y a déjà une industrie importante qui est captive là-dessus, et je pense que ça va être l'élément déclencheur de tout le process. Mais on attend que l'État sorte avec une proposition, et là, le Maroc a tous les atouts, c'est le pétrole vert, comme on peut le dire. Mais on a une énergie très compétitive, verte très compétitive, surtout dans l'éolien, plus que dans le solaire, parce que, je n'ai pas l'ordre de grandeur, mais... La combinaison des deux est intéressante. Je n'ai pas l'unité de mesure, mais en Europe continentale, je crois que c'est la disponibilité de vent, et de l'ordre de grandeur, c'est 25%. En Europe du Nord, là où c'est très compétitif, donc autour de la Norvège, en offshore, c'est 55%. Chez nous, dans nos provinces du Sud et sur la côte, il y a un couloir, c'est soit 65, soit 75. Donc on est très compétitif si on fait d'elle. Donc ça, c'est un élément. Deux, on produit déjà de l'énergie verte qui n'est pas orientée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est injectée dans le réseau. Donc si demain, on devait l'orienter, on peut l'orienter vers les industries plutôt que vers les particuliers. Non, déjà vers les particuliers, on peut l'orienter. Et si on mixe ça avec le fait que les entreprises peuvent acheter pour de la moyenne tension, et ça, le texte est sorti. On attend vraiment le déploiement incessamment. Donc, ça va vraiment booster. Ça veut dire que n'importe quelle industrie peut aller chez un opérateur privé, acheter de l'énergie éolienne ou solaire et considérer que c'est décarboné. Donc on a de l'avance sur ça. Enfin, on n'est pas inquiet sur le fait qu'on peut... La technologie évolue. On voit par exemple au niveau du solaire, il y a 10 ans, la même surface de panneaux solaires produisait 10 fois moins que ce qu'elle produit maintenant. Donc la technologie évolue. Tant qu'on a du soleil, on a du vent, alhamdoulilah, Mais je pense que de toute façon, après 2026, les choses vont s'accélérer. Donc il faut se préparer, c'est inévitable. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité pour nous. Quand on voit le coût de l'énergie fossile et le coût de l'énergie verte, c'est l'investissement. Le problème, je pense que c'est surtout au niveau de l'investissement qui risque, comme c'est des gros investissements pour l'hydrogène vert, c'est des investissements énormes. Et vu l'évolution rapide, il risque d'être dépassé au bout de très peu de temps. Donc c'est ça le transport de l'hydrogène vert, tout ça, c'est des sujets qui sont posés, mais il faut commencer. Il faut commencer.